Le problème, quand on travaille pour la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, c'est que votre famille ne comprend jamais vraiment ce que signifie « classifié ». Pas vraiment. Pour eux, c'est juste un mot que vous utilisez pour paraître important, pour éviter d'expliquer votre travail de bureau ennuyeux, pour vous faire paraître plus intéressant que vous ne l'êtes en réalité. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 31 ans, et je travaille comme analyste principal du renseignement pour la DGSI depuis 6 ans. Mon niveau d'habilitation est très secret défense avec un accès spécial aux renseignements antiterroristes. J'analyse les données sur les menaces, je coordonne avec les agences internationales et j'aide à prévenir les attentats sur le sol français. Mais pour ma famille, je suis juste Chloé qui travaille pour le gouvernement à faire de la paperasse. Ma sœur aînée, Amandine, est pédiatre. Mon jeune frère, Lucas, dirige une agence de marketing florissante. Ils ont des carrières que les gens comprennent. Des carrières qu'ils peuvent expliquer lors des soirées. Des carrières qui rendent papa et maman fiers. J'ai passé 6 ans à dire que je ne pouvais pas discuter de mon travail si souvent que ma famille croit sincèrement que je n'ai rien d'intéressant à raconter. Le problème a commencé il y a 3 mois, quand j'ai commis l'erreur de travailler à domicile lors d'une visite familiale. J'étais chez mes parents à Versailles pour le week-end d'anniversaire de ma mère. C'était censé être relaxant, une pause loin de l'intensité de mon travail. Mais le vendredi après-midi, ma supérieure m'a appelé pour une situation urgente. Une menace crédible avait émergé, nécessitant une analyse immédiate. J'ai besoin que vous examiniez le dossier de renseignement et que vous fournissiez une évaluation dans les 4 heures, avait dit la directrice Bernard. Je vous l'envoie sur votre système domestique sécurisé maintenant. Compris, avais-je répondu, me dirigeant déjà vers ma chambre d'enfant où j'avais installé mon ordinateur portable sécurisé. J'ai des protocoles pour le travail à distance. Ordinateur portable chiffré, authentification biométrique, connexion réseau isolée, mesures de sécurité physique. La porte de ma chambre avait une serrure renforcée que j'avais installée moi-même. Les fenêtres avaient un film de sécurité. C'était aussi sécurisé que je pouvais le rendre dans un lieu civil. Le dossier de renseignement comptait 47 pages de données classifiées d'évaluation de la menace, de communication interceptée, de photos de surveillance, de suivi financier, de rapports de source. Il détaillait une cellule terroriste présumée planifiant un attentat contre les infrastructures de transport. Des vies dépendaient de la précision et de la rapidité de mon analyse. J'avais travaillé pendant 3 heures d'affilée, recoupant les données, élaborant des analyses chronologiques, identifiant des schémas de connexion. J'étais plongé dans mon travail quand ma mère a frappé à ma porte. « Chloé, chérie, le dîner est prêt. Je descends dans 1 heure, maman. Je travaille un vendredi soir. Ma chérie, tu dois te détendre. Ce n'est que du travail. Ça peut attendre. » J'aurais voulu lui expliquer que, ce n'est que du travail, signifiait empêcher des gens de mourir, mais je ne pouvais pas le dire. Alors, j'ai juste répété, je descendrai quand j'aurai fini. S'il te plaît, ne me dérange pas, elle était partie, mais je l'avais entendu parler à mon père en bas. Elle s'est encore enfermée dans sa chambre avec son ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas simplement prendre un week-end de congé. À quel point la paperasse du gouvernement peut-elle être importante ? J'avais terminé l'évaluation à 20 heures, l'avais transmise par des canaux sécurisés et avait rejoint la famille pour un dîner tardif. Amandine était déjà partie pour s'occuper d'une urgence médicale. Lucas montrait à mes parents sa dernière campagne marketing sur sa tablette. Chloé sort enfin de sa tanière, avait dit mon père avec une taquinerie douce. Ton frère a été ici tout le week-end sans consulter son travail une seule fois. Tu pourrais apprendre de lui l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mon travail a des exigences différentes, avais-je dit prudemment. La bureaucratie n'attend personne, hein, avait ri Lucas. Ça ne me manque pas de travailler pour les autres. Être son propre patron, c'est contrôler son temps. J'avais laissé passer, comme toujours. Il ne comprenait pas que je ne vérifiais pas des emails ou ne modifiais pas des feuilles de calcul. J'analysais littéralement des menaces à la sécurité nationale, mais je ne pouvais pas le leur dire, alors je passais juste pour une bourreau de travail avec de mauvaises limites. Le lendemain matin, j'avais laissé mon ordinateur portable sécurisé dans ma chambre verrouillée pendant que j'allais courir. Protocole standard, appareil sécurisé, pièce verrouillée, membre de la famille informé à plusieurs reprises de ne pas toucher à mon matériel de travail. J'étais parti 45 minutes. Quand je suis revenu, en sueur et prête pour une douche,
j'ai trouvé la porte de ma chambre ouverte. Mon cœur s'est serré. Je me suis précipité à l'intérieur pour trouver mon ordinateur portable sécurisé fermé sur le bureau où je l'avais laissé, mais ma mallette était ouverte. Le dossier de renseignement imprimé sur lequel je travaillais, que j'aurais dû sécuriser dans la mallette verrouillée avant de partir, avait disparu. Maman, avais-je appelé, essayant de cacher la panique dans ma voix. Quelqu'un est entré dans ma chambre? Oh, chérie, oui, a répondu ma mère depuis la cuisine. Je devais prendre ton linge sale. La porte était verrouillée, mais j'ai utilisé le passe-partout. Je n'ai pas touché à ton ordinateur, ne t'inquiète pas, le passe-partout, celui dont j'avais oublié l'existence depuis mon adolescence. Je suis descendu, les jambes tremblantes. Maman, papa et Lucas étaient dans le salon, et étalés sur la table basse se trouvaient 47 pages de documents de renseignement classifiés. Maman, dis-je, la voix soigneusement contrôlée. Où as-tu eu ces papiers? Dans ta mallette, ma puce. Lucas posait des questions sur ton travail, et j'ai pensé que ce serait bien que tu partages pour une fois. Tu es toujours si secrète. Elle a souri, complètement inconsciente. Nous les avons regardés. C'est en fait assez intéressant, même si je ne comprends pas grand-chose. Lucas tenait une page avec des photos de surveillance. Papa lisait un mémo d'évaluation de la menace marqué très secret et diffusion restreinte en lettres rouges en haut. Ce sont des documents classifiés, dis-je doucement. Vous venez de commettre un crime. Ma mère a ri. Oh, Chloé, ne sois pas si dramatique. Ce sont juste tes papiers de travail. Nous sommes ta famille. Ces documents, continuai-je en sortant mon téléphone, sont des informations compartimentées sensibles et très secrètes. Ils détaillent une enquête antiterroriste active. L'accès non autorisé est un délit grave. La divulgation non autorisée pourrait entraîner la mort de personnes. Chloé, détends-toi, a dit mon père en agitant la main avec dédain. Nous n'allons le dire à personne. Nous étions juste curieux de savoir ce que tu faisais vraiment toute la journée. Mon téléphone avait un bouton de panique. Une fonction de sécurité pour exactement ce genre de scénario. Accès non autorisé à des documents classifiés par des personnes non habilitées dans un lieu non sécurisé. Je l'ai pressé pendant qu'il parlait. Vous devez poser ces documents immédiatement, dis-je. Ne lisez pas un mot de plus. Ne les touchez pas, posez-les sur la table et reculez. Juste pour partager ton travail gouvernemental ennuyeux, a dit ma mère avec exaspération. Il n'y a rien d'important ici. Mon père a continué à parcourir la page qu'il tenait, plissant les yeux devant les photos de surveillance. C'est en arabe? Tu traduisais quelque chose? Lucas avait sorti son téléphone, photographiant apparemment l'une des pages. C'est vraiment cool, Chloé. Tu es comme une vraie analyste. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit que tu travaillais sur des trucs comme ça? Parce que c'est classifié, dis-je. Lucas, supprime cette photo tout de suite. C'est juste pour moi, a-t-il protesté. Je ne vais la publier nulle part. J'ai appuyé sur le bouton d'alerte de sécurité de mon téléphone. La réponse d'urgence serait immédiate, probablement 3 à 5 minutes étant donné notre proximité avec les installations gouvernementales en Île-de-France. Tout le monde doit s'asseoir, dis-je. Posez tous les documents. Mettez vos mains où je peux les voir. Ma mère a éclaté de rire. Chloé Dubois, tu es ridicule. Nous sommes tes parents. Des personnes non autorisées ont accédé à des documents très secrets contenant des renseignements sur une opération antiterroriste active, dis-je, parlant maintenant en partie pour l'enregistrement qui s'était activé lorsque j'avais appuyé sur le bouton de panique. 3 individus présents. Lieu, 2847 rue de la Châtaigneraie, Versailles. Document compromis. Référence complète du dossier de renseignement. J'ai débité la désignation classifiée. Des photos ont été prises par une personne non autorisée sur un appareil personnel. Demande d'une équipe d'intervention immédiate. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Lucas, commençant à paraître nerveux. Mon travail, ai-je répondu, que tu viens de compliquer massivement. C'est alors que nous avons entendu les véhicules à l'extérieur. Plusieurs véhicules arrivant rapidement. Mon père est allé à la fenêtre. Chloé, il y a des voitures noires dans l'allée. Au moins 4. Des gens en équipement tactique en sortent. Ce sont les équipes d'intervention de la DGSI, dis-je doucement. Tu as appelé la police sur ta propre famille.
La voix de ma mère était montée d'un ton. J'ai activé les protocoles de sécurité obligatoires pour les documents classifiés compromis. Ce qui se passe ensuite n'est pas mon choix. C'est la loi. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Il l'avait défoncée plutôt que de frapper. 6 agents armés en équipement tactique ont envahi le salon, armes au poing. DGSI. Tout le monde à terre, maintenant. Ma mère a crié. Mon père s'est figé. Lucas a laissé tomber son téléphone et a levé les mains. À terre. Les mains derrière la tête. Ils ont tous obéi, allongés face contre terre sur le tapis pendant que les agents sécurisaient la pièce. Un agent s'est approché de moi. Agent Dubois. Oui. 3 personnes non autorisées ont accédé à des documents classifiés de ma mallette. Dossier de renseignement complet sur l'opération Grey. Un individu a photographié des documents sur un appareil personnel. J'ai désigné le téléphone de Lucas par terre. Sécurisez tous les appareils électroniques. Mettez tous les documents sous scellé. Personne ne touche à rien. Une autre équipe a fouillé la maison, vérifiant la présence d'autres personnes. Un 3e agent a commencé à photographier la scène, les documents étalés sur la table basse, les téléphones, la mallette, tout. Chloé, qu'est-ce qui se passe? A sangloté ma mère depuis le sol. Pourquoi tu nous fais ça? Je ne fais rien, maman. Vous avez accédé à des documents classifiés sans autorisation. C'est un crime. Ces agents suivent les protocoles d'intervention obligatoires. L'agent principal a vérifié les documents sur la table. Mon Dieu. Ce sont des évaluations de menaces actuelles. Des renseignements sur une opération en cours. Oui, monsieur. Je menais une analyse à distance. Les documents auraient dû être sécurisés dans une mallette verrouillée. C'est mon erreur. Mais l'accès non autorisé s'est produit lorsque ma mère a utilisé une clé pour entrer dans ma chambre sécurisée et a retiré des documents de ma mallette sans que je le sache ou que je l'y autorise. Votre mère? L'agent a regardé les 3 personnes au sol avec une nouvelle compréhension. Des membres de la famille? Oui, monsieur. Ils ont été informés à plusieurs reprises de ne pas toucher à mon matériel de travail. Je le leur ai rappelé verbalement plusieurs fois ce week-end. Savaient-ils que les documents étaient classifiés? Les documents sont clairement marqués très secrets sur chaque page. Ils ont été informés qu'il s'agissait de documents de travail classifiés. Ils ont choisi d'y accéder quand même. Lucas s'est mis à pleurer. Je ne savais pas que c'était si grave. Chloé, s'il te plaît, dis-leur que c'était juste un malentendu. Tu as photographié un document classifié, dis-je sèchement. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Un autre agent est descendu de l'étage avec mon ordinateur portable. L'appareil sécurisé semble intact. Verrouillage biométrique activé. Aucune tentative d'accès non autorisée. Dieu merci, ai-je marmonné. S'ils avaient essayé d'accéder à mon ordinateur portable, cela aurait été encore pire. L'agent principal m'a pris à part pendant que son équipe continuait de traiter la scène. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui ai donné la chronologie. Travailler le vendredi soir, sécuriser l'ordinateur portable, mais ne pas sécuriser les documents imprimés dans la mallette verrouillée. Partir courir, revenir pour découvrir que ma famille avait accédé à ma chambre et pris les documents. Les trouver en train de lire et de photographier des documents classifiés. Ils vont être arrêtés, a dit l'agent. Ce n'était pas une question. Je sais. Vous comprenez que cela va détruire vos relations familiales. Je comprends, mais ces documents contiennent des renseignements qui pourraient identifier des sources, compromettre des opérations et faire tuer des gens s'ils étaient divulgués. Ma famille n'a pas de passe-droit pour ça juste parce que nous partageons le même ADN. Il a hoché la tête d'un air sombre. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais je suis désolé quand même. Ils ont emmené ma mère, mon père et Lucas en garde à vue. Menottes, lecture de leurs droits, toute la procédure. Ma mère était hystérique. Mon père m'a regardé avec de la trahison dans les yeux. Lucas n'arrêtait pas de dire « Je suis désolé. Je suis désolé. » Je ne savais pas, mais ils savaient. Je leur avais dit 100 fois de ne pas toucher à mon matériel de travail. Ils n'avaient juste jamais cru que ce matériel comptait vraiment. Ma sœur Amandine est arrivée 1 heure plus tard. Elle avait été contactée en tant que plus proche parente. Elle m'a trouvé assise dans le salon, maintenant une scène de crime documentée,
avec des agents qui traitaient encore les preuves. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel, a exigé Amandine. Maman m'a appelé en pleurant du poste de police. Elle a dit que tu l'avais fait arrêter. Elle a accédé à des documents de renseignement classifiés, ai-je dit avec lassitude. Papa et Lucas aussi. J'ai suivi les protocoles de sécurité obligatoires. Le reste était inévitable. Pour de la paperasse, Chloé? Ce sont nos parents, pas de la paperasse. Des renseignements antiterroristes actifs qui pourraient compromettre des opérations en cours et faire tuer des gens s'ils étaient divulgués. Et je me fiche que ce soit nos parents. La loi s'en fiche aussi. Amandine m'a dévisagé. Tu as perdu la tête. Tu vas laisser notre mère aller en prison pour ton stupide travail. Ce n'est pas mon choix, Amandine. Ils ont commis des crimes. Au moment où ils ont accédé à ces documents, l'issue était déterminée. Je l'ai signalé comme l'exige la loi. Tout ce qui a suivi est hors de mon contrôle. Tu aurais pu ne pas le signaler. Alors j'aurais commis un crime, non-dénonciation d'une faille de sécurité. J'aurais perdu mon habilitation, ma carrière, et probablement fait face à des poursuites pénales moi-même. Et si ces renseignements avaient été davantage compromis, des gens auraient pu mourir. C'est ce que tu voulais que je fasse? Elle m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Je voulais que tu protèges ta famille. Je protège ma famille, dis-je doucement. Et environ 67 millions d'autres personnes qui vivent dans ce pays. Ta famille n'est pas plus importante que la sécurité nationale. La famille de personne ne l'est. Amandine est partie sans un autre mot. L'enquête a duré 3 semaines. Maman, papa et Lucas ont été libérés sous caution, mais faisaient face à de graves accusations. Accès non autorisé à des documents classifiés, divulgation non autorisée, dans le cas de Lucas, reproduction non autorisée de documents classifiés. Leur avocat, un ancien procureur qui comprenait parfaitement à quel point ils étaient dans le pétrin, a négocié des plaidés coupables. Maman et papa ont plaidé coupables pour un délit mineur d'accès non autorisé avec 2 ans de sursis, 50 000 € d'amende chacun et une formation de sécurité obligatoire. Lucas, parce qu'il avait photographié des documents, faisait face à des accusations de crime. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation en échange de 18 mois de prison ferme, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Ma famille était détruite. Les frais de justice à eux seuls allaient ruiner mes parents. L'entreprise de marketing de Lucas s'est effondrée. Qui veut embaucher un criminel condamné qui a photographié des documents gouvernementaux classifiés? Sa femme avait demandé le divorce. Amandine refusait de me parler. La famille élargie a pris parti, la plupart contre moi. J'ai été désinvité des réunions de famille, retiré des groupes de discussion familiaux, traité comme si j'avais commis une trahison impardonnable. Et peut-être que c'était le cas de leur point de vue. Mais de mon point de vue, ils avaient commis une trahison impardonnable en premier. On leur avait dit à plusieurs reprises de ne pas toucher à mon matériel de travail. On les avait prévenus que mon travail était classifié et sérieux. Ils avaient choisi de ne tenir compte de rien de tout cela parce qu'ils ne croyaient pas que ce que je faisais avait vraiment de l'importance. Ils avaient eu tort. 4 mois après l'incident, j'étais assise dans le bureau de la directrice Bernard pour un examen de sécurité. La situation de votre famille a été minutieusement examinée, a-t-elle dit, en consultant le dossier. Nous avons conclu que vous avez suivi tous les protocoles appropriés. En fait, votre réponse à la faille a été exemplaire. Merci, madame. Cependant, votre environnement domestique a été jugé non sécurisé pour le travail à distance. Les futures missions nécessitant des documents classifiés devront être menées uniquement dans des installations sécurisées. Je comprends. Elle a fermé le dossier et m'a regardé directement. Comment allez-vous? Honnêtement, madame, pas très bien. Mais je referai les mêmes choix. Bien, car c'est la seule bonne réponse. La sécurité nationale ne peut pas être compromise pour des relations personnelles. Au moment où vous placez la loyauté familiale au-dessus de la sécurité opérationnelle, vous devenez un risque. Oui, madame. Pour ce que ça vaut, Dubois, je suis désolé. Je sais que cela vous a tout coûté. Mais vous avez sauvé une opération qui était déjà sur le fil du rasoir. Les renseignements auxquels votre famille a eu accès comprenaient des données d'identification de source. Si cela avait été divulgué, nous aurions perdu des atouts critiques dans une région hostile. Des gens seraient morts. Ils ne comprennent toujours pas ça, dis-je doucement.
Ils pensent que j'ai choisi la paperasse plutôt que la famille. Ils ne comprendront probablement jamais. La plupart des gens ne peuvent pas conceptualiser ce que nous faisons réellement parce que nous travaillons dans l'ombre. Nous empêchons des catastrophes qui n'arrivent jamais. Il n'y a pas de gros titres pour les attentats que nous arrêtons. Pas de crédit pour les vies que nous sauvons. Votre famille vous verra probablement toujours comme la personne qui a détruit leur vie pour rien. Je sais. Pouvez-vous vivre avec ça? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Oui, ai-je finalement dit. Parce que je connais la vérité. Et je sais que ce dossier de renseignement contenait des informations qui auraient compromis 8 sources humaines, 3 opérations en cours et potentiellement révélé des méthodes de collecte de renseignements à des acteurs hostiles. Le confort de ma famille ne vaut pas ce prix. Celui de personne ne le vaut. La directrice Bernard a souri légèrement. Vous irez loin dans cette agence, Dubois. Malheureusement, vous serez aussi très seul. Elle avait eu raison sur les 2 points. 6 mois après l'incident, j'ai été promu analyste principal du renseignement avec une augmentation de salaire de 22% et une autorité opérationnelle élargie. Je travaillais sur des évaluations de menaces de haut niveau, je briefais des hauts fonctionnaires, je coordonnais avec des partenaires internationaux. Ma carrière n'avait jamais été meilleure. Ma vie personnelle était détruite. Maman a envoyé une lettre de sa formation de sécurité ordonnée par le tribunal. Elle était pleine de douleur et de confusion, demandant pourquoi je leur avais fait ça, disant qu'elle voulait seulement comprendre mon travail, qu'elle était ma mère et méritait de savoir ce que sa fille faisait toute la journée. Elle ne comprenait toujours pas, papa ne communiquait plus du tout. Amandine a envoyé un email, j'espère que ton travail en valait la peine. Tu as perdu ta famille. Lucas a écrit de prison. Contrairement aux autres, sa lettre montrait une certaine compréhension. Chloé, je ne vais pas dire que je te pardonne parce que je suis toujours en colère. Ma vie est ruinée. Mais je comprends maintenant. Ils nous ont fait suivre des cours sur les informations classifiées et pourquoi c'est important. Je comprends ce qui aurait pu arriver si j'avais posté cette photo en ligne comme j'ai failli le faire. Je comprends que des gens auraient pu mourir. Je suis toujours en colère que tu ne m'aies pas mieux prévenu. Que tu ne m'aies pas fait comprendre. Mais je sais aussi que j'aurais dû écouter quand tu m'as dit de ne pas toucher à tes affaires. Je n'ai juste jamais pensé que c'était vraiment important. Je suis désolé, Lucas. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais reçue. J'ai répondu prudemment. Toute la correspondance pénitentiaire était surveillée. Je lui ai dit que j'étais désolé aussi, que j'aurais aimé que les choses se passent différemment, que j'espérais qu'il reconstruirait sa vie à sa sortie. Je ne lui ai pas dit que je referais tout si je le devais. Mais je le ferai. L'opération que j'analysais, l'opération Grey, a réussi à intercepter une cellule terroriste qui planifiait des attentats coordonnés contre les systèmes de métro dans 3 grandes villes. 47 personnes ont été arrêtées. Des centaines, peut-être des milliers de vies ont été sauvées. Ma famille ne saura jamais. L'opération était classifiée. Le succès ne ferait jamais les gros titres. Les personnes dont la vie a été sauvée ne sauraient jamais à quel point elles avaient frôlé la mort. Mais je le savais. Et cette connaissance devait suffire. 1 an après l'incident, j'ai assisté à la sortie de prison de Lucas. Amandine était là, ne me parlant toujours pas. Maman et papa sont venus, mais se sont assis de l'autre côté de la pièce. Lucas avait l'air plus vieux, usé. La prison avait été dure pour lui. Mais il m'a serré dans ses bras quand nous nous sommes vus dehors. Merci d'être venu, a-t-il dit doucement. Tu es toujours mon frère. Même après tout ça. Même après tout ça. Nous avons parlé un moment, une conversation soigneusement neutre sur ses projets, ses perspectives d'emploi, ses espoirs de reconstruction. Il m'a interrogé sur mon travail. J'ai dit, je ne peux pas en discuter. Comme toujours. Mais cette fois, il a juste hoché la tête. Je comprends maintenant, a-t-il dit. Il m'a fallu la prison pour comprendre, mais je comprends. Ma mère s'est approchée pendant que nous parlions. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de douleur. Est-ce que ça en valait la peine, a-t-elle demandé. De détruire ta famille pour ton travail? J'ai pensé à l'opération Grey. Aux rames de métro qui n'ont pas été bombardées. Aux gens qui sont rentrés chez eux ce jour-là sans jamais savoir qu'ils avaient été en danger. Oui, dis-je doucement. Ça en valait la peine. Elle s'est éloignée, peut-être pour la dernière fois. Papa s'est arrêté en passant.
Je ne te comprends plus, Chloé. Je ne sais pas si je t'ai jamais comprise. Je sais, ai-je répondu. Et j'en suis désolé. Mais je ne suis pas désolé d'avoir fait mon travail. Il est parti sans un autre mot. Amandine a été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée près de ma voiture. Le regrettes-tu parfois, a-t-elle demandé. Tous les jours, ai-je admis. Mais je ferai toujours le même choix. Alors tu n'es pas la sœur avec qui j'ai grandi. Non, ai-je convenu. Je ne le suis pas. Je suis quelqu'un qui prend son serment au sérieux. Quelqu'un qui comprend que protéger les gens signifie parfois faire des choix qui détruisent votre propre vie. Tu sauves des vies tous les jours en tant que médecin. Tu comprends le sacrifice. Pas comme ça. Pas en se retournant contre sa propre famille. Ce sont eux qui se sont retournés les premiers, dis-je doucement. Quand ils ont décidé que mon travail n'avait pas assez d'importance pour respecter des limites de base. Quand ils ont choisi la curiosité plutôt que mes avertissements répétés. Ils ont fait leur choix. J'ai juste géré les conséquences. Elle est partie en voiture sans répondre. Je suis resté longtemps sur ce parking, regardant ma famille brisée disparaître dans des directions différentes, sachant que j'avais été celle qui nous avait fait voler en éclats. Mais je suis aussi resté là, sachant que quelque part, des gens étaient en vie parce que j'avais fait mon travail. Parce que j'avais priorisé la sécurité nationale sur le confort familial. Parce que j'avais fait le choix difficile quand cela comptait. 2 ans plus tard, j'ai reçu la médaille du service exceptionnel de la communauté du renseignement. La citation était classifiée. Je ne pouvais dire à personne pourquoi elle m'avait été décernée. Mais la directrice Bernard m'a serré la main lors de la cérémonie privée. Votre travail sur l'opération Grey et les opérations ultérieures a été extraordinaire, a-t-elle dit. Vous avez démontré exactement le genre d'intégrité dont cette agence a besoin. Merci, madame. Je sais ce que cela vous a coûté. Je suis désolé que cela ait dû coûter autant. C'est comme ça. Elle m'a regardé pensivement. Vous savez, Dubois, la plupart des gens dans votre situation auraient laissé leur famille s'en tirer avec un avertissement. Sécuriser les documents, leur aurait fait un sermon sévère, n'aurait jamais signalé la faille. Ça aurait été plus facile. Plus sûr pour votre carrière, honnêtement. Et incorrect, dis-je. Les protocoles existent pour une raison. Je ne peux pas les ignorer parce que leur application est gênante. Exactement. Et c'est pourquoi vous recevez cette médaille. Parce que l'intégrité, c'est faire ce qui est juste même quand ça vous détruit. La médaille est maintenant dans mon appartement, dans un coffret verrouillé qui nécessite un accès biométrique. Comme tout le reste dans ma vie, c'était quelque chose que je ne pouvais pas partager, pas expliquer, pas utiliser pour aider les gens à comprendre qui j'étais ou ce que j'avais sacrifié. Ma famille ne me parlait toujours pas. Ils ne le feraient probablement jamais. Mais quelque part, des centaines de personnes étaient en vie parce que j'avais arrêté un attentat dont ils n'entendraient jamais parler. Parce que j'avais protégé des renseignements qui maintenaient les sources en sécurité et les opérations sécurisées. Parce que j'avais choisi le devoir plutôt que la famille quand c'était le plus important. Cela devait suffire. C'était tout ce qu'il me restait. Et debout dans mon appartement sécurisé, regardant cette médaille classifiée représentant des sacrifices que personne ne pouvait connaître, j'ai réalisé quelque chose. Je referai tout. Chaque choix douloureux, chaque relation familiale détruite, chaque fête solitaire et anniversaire manqué et l'indifférence des gens que j'aimais. Je referai tout parce que c'est ce que le serment signifiait. C'est ce que le service signifiait. Et certaines choses, la sécurité nationale, l'intégrité opérationnelle, la vie de gens qui ne sauraient jamais que j'existais valait plus que le pardon de ma famille. Même si cette vérité me laissait complètement seul. C'était suffisant. Ça devait être suffisant.